Salut, c'est Maude avec un E, pour Céramique avec un K, le podcast qui dresse le portrait de la création céramique actuelle. Non, la céramique ne se résume pas à la poterie. Elle ne se résume pas non plus à Demi Moore et Patrick Swayze, batifolant sur un tour de potier. Non, la céramique ce n'est pas ringard. Au contraire, c'est une discipline vaste et éclectique, regroupant des créatrices et créateurs, des artistes aux horizons et pratiques variées. Ici, vous pourrez écouter ces artistes nous raconter leur parcours, leur démarche et leur place dans le monde de la création actuelle. C'est l'heure du podcast Céramique. Allez, c'est parti, enfourchant le tigre. Si on veut déconstruire l'image parfois un peu désuète de la poterie, le travail d'Inès Bonnel est vraiment parfait. Lorsqu'on tient dans sa main un de ces petits bols, en attendant que sa boisson refroidisse, on peut observer les illustrations d'Inès. On peut y voir des créatures ou des personnages bizarrement attachants. Et du coup, le thé ou le café prend un arôme d'une curieuse tendresse. Et puis Inès, elle est vraiment super. Et quoi qu'elle en dise, elle est super patiente. Malgré les soucis techniques rencontrés lors de l'enregistrement, elle est restée disponible et compréhensive. Bah ouais, moi je suis céramiste, pas ingé son. Par avance, désolé pour les variations de son dans cet épisode. Et puis merci Inès. Bonne écoute. Eh ben Inès, merci, bienvenue en tout cas dans Céramique et puis merci de participer à l'aventure. Merci à toi de m'avoir invitée, c'est super cool et je trouve que c'est une opportunité super sympa de raconter un peu pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on fait là dans la céramique. Alors, est-ce que tu peux me dire, toi, quel est ton premier souvenir avec la Terre ? Mon premier souvenir, c'est sur le marché, le printemps des potiers à Bandol. Il y avait des ateliers pour enfants de tournage. Et moi, j'habitais à Bandol, du coup, quand j'étais petite, on passait sur ce marché-là. Et je me rappelle que j'ai fait un premier pot en faïence sur le marché où j'avais l'impression de, moi, faire le pot, alors qu'en fait, en y travaillant plus tard, je me suis rendu compte que en fait, c'était les intervenants qui faisaient le pot et qui te faisaient croire que tu faisais le pot. Ouais. Mais du coup, je me rappelle d'avoir été trop fière de ce petit pot qui était franchement dégueu, que j'avais ramené à la maison sec, que j'ai peint avec de l'acrylique. Voilà, les premières expériences céramiques. Tu gères pas du tout la technique, mais tu as l'impression d'être déjà un pro. Tu disais aussi que ta mère était artiste, qu'elle t'avait un peu accompagnée là-dedans ? Oui, ma mère, elle est artiste peintre. Elle était artiste peintre, elle a fait des études de céramique, donc elle aurait pu devenir céramiste. Elle a pris un autre chemin. Et moi, c'est vrai que je suis arrivée dans la céramique, mais sans vouloir réaliser le rêve de ma mère, c'était pas du tout l'idée. Mais comme j'ai baigné là-dedans depuis très jeune, mes parents ils avaient une galerie quand j'étais petite. Du coup, j'ai toujours voulu faire de l'art. Pas forcément pour vouloir faire plaisir à mes parents, mais juste parce que pour moi c'était naturel. Et du coup, oui, ma mère, elle m'a beaucoup fait faire d'activités manuelles quand j'étais petite, mais elle m'a pas poussée vers ce chemin-là non plus. Alors justement, ton chemin, il a commencé par quoi ? C'est quoi ta formation ? Ma formation, c'est un DMA céramique que j'ai fait à Antibes. Maintenant, ça n'existe plus le DMA. Maintenant, c'est des DNMA dans 3 ans. Nous, c'était une formation en 2 ans. Et c'est une formation super complète où tu apprends le tournage, le modelage, le coulage. Enfin, vraiment, ça touche à toutes les techniques. Ça nous permet aussi de développer notre technique personnelle. Et on a des stages aussi durant cette formation qui permettent de vraiment rentrer dans le concret et de rencontrer des céramistes et de voir un peu que c'est un métier où il n'y a pas une technique. Il y en a 1 million et il faut trouver un peu son chemin là-dedans. D'accord. Du coup, j'ai fait un DMA en 2 ans au lycée Léonard de Vinci à Antibes. Et après, donc, tu as intégré la résidence Rajac, c'est ça ? Tu peux nous en dire plus ? Oui, du coup, c'est la seule école en France qui propose un accès à une résidence à la fin de la formation. Parce qu'ils se sont entendus il y a quelques années avec la mairie, parce qu'on a une mairie qui veut promouvoir l'artisanat local. Oui. Et il y a des casemates dans le vieil Antibes, donc il y a des remparts, et sous ces remparts, il y a des ateliers. Et il y a un atelier qui est destiné à la résidence Rajac,
Donc Rajac, ça veut dire résidence antiboise de jeunes artistes céramistes. Du coup, c'est une résidence où on peut postuler après notre DMA, c'est pas obligatoire. Mais si on veut, on peut postuler. Et c'est les profs qui décident qui rentrent pas. Et ça dure 2 ans. Donc pendant 2 ans, on a un atelier boutique. On a tout le matériel à disposition financé par la mairie. On doit faire des ateliers pour la mairie en échange. Mais on fait notre production, on achète notre matière première et on débute, on fait tout comme des pros, sauf qu'on ne paye pas de loyer et on est quand même un peu couvé par ça. Super cool comme opportunité et ça m'a beaucoup aidé. Et là, j'en sors depuis le mois d'octobre, mais c'était vraiment cool de pouvoir accéder à cette résidence-là. D'accord. Donc vous êtes complètement en autonomie sur la gestion du lieu en termes de communication, de vente. Oui, complet. On gère un Instagram, mais il n'y a personne au-dessus pour nous dire faites ci, faites ça. C'est vraiment comme on est, nous on était 6, là cette année elles sont 8. C'est une entente entre toutes. On fait des réunions, qui gère ça, qui gère la com, comment on développe notre communication. C'est comme c'est un atelier collectif. On doit réfléchir collectif. Donc c'est pas parce que moi j'ai une manière de faire ma com comme ça sur mon Insta professionnel que le Insta Rajac va être géré comme ça, par exemple. On doit vraiment s'accorder à toutes. D'accord. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on apprend l'atelier collectif. Et on apprend à travailler à plusieurs et à s'accorder avec des caractères différents et des styles différents. Ouais. C'est ça qui est intéressant aussi. Et quel est le statut de cette structure? C'est une association? C'est une association et nous, à l'intérieur, on est indépendante. Donc, moi, par exemple, je suis artiste-auteur, mais il y en a beaucoup qui font le statut de mini-entreprise ou auto-entreprise, je sais plus comment on dit. Du coup, c'est chacune, quand on intègre Rajac, je dis chacune parce que ça fait plusieurs années que c'est Oui. exclusivement féminin. Oui, j'ai vu ça, c'est beaucoup de filles. Voilà, c'est le hasard, hein. Après, c'est pas fait exprès, mais c'est vrai qu'il y a plus de filles D'accord. qui font le DMA que de garçons. Du coup, je dis chacune, mais ça peut très bien, l'année prochaine, il peut très bien y avoir des gars qui intègrent Rajac, c'est pas forcément féminin. Chacun crée son propre statut et D'accord. Et les ventes, c'est pour nous. Enfin, on est indépendant dans une association. Tu parlais de différents statuts. Alors, ça conditionne aussi un peu l'image, la vision que vous avez de votre pratique. Et je voulais te demander comment tu te voyais, toi. Tu t'imaginais, si tu te voyais plutôt artiste, plutôt céramiste, plutôt plasticienne, plutôt potière. C'est vrai que plasticienne, j'aime bien le concept parce que ça veut dire que tu touches un peu à tout. Techniquement, je suis plus calée en céramique, donc je pourrais dire céramiste, mais je sais que je vais bifurquer à un moment donné parce que j'ai envie d'être une artiste ultra polyvalente. J'ai envie de toucher à tous les domaines. J'ai envie de faire du tatouage, j'ai envie de faire du graphe, j'ai envie de faire plein de trucs comme ça. Donc peut-être plutôt plasticienne. Ouais. Tendance céramiste, on va dire. D'accord. Parce que c'est la technique que je maîtrise le mieux pour l'instant. Et puis j'aime bien aussi dans la céramique le côté utilitaire et le côté faire des pièces pour le quotidien. Oui. Pas des choses qui sont pas forcément accessibles. J'aime bien le côté n'importe qui peut acheter une petite tasse et avoir une pièce artistique chez lui, mais qu'il n'aura pas payé super cher, quoi. Pas accessible pour tout le monde. Mais alors du coup, tes influences, elles sont très variées? Très très variées, je pense que... Tu parles du tatouage, là, ça veut dire que tu vas chercher tes influences un peu dans la culture urbaine, dans la culture populaire? Oui, à fond. Moi, je pense que je suis principalement inspirée par la culture populaire, que ce soit la télé, la musique. J'écoute énormément de rap. J'écoute aussi beaucoup de variétés françaises et de très vieille musique comme Barbara par exemple. J'adore Barbara, mais ça m'empêche pas d'écouter Jul à côté, dans la même playlist avoir Jul et Barbara. Okay. Et je regarde beaucoup la télé aussi. J'ai grandi avec la télé et même si maintenant c'est hyper controversé et que c'est très mal vu pour les enfants, tout ça, moi j'ai grandi avec la télé et ça m'a servi. Enfin, ça m'a inspiré artistiquement.
Je pense pas être abrutie par la télé, même si ça doit m'arriver, hein. Mais pour moi, la télé, c'est important. Ça m'inspire énormément. Ouais. Je comprends qu'on puisse y voir un côté abrutissant, mais moi, c'est pas comme ça que je le vois, et moi, je sens que c'est quelque chose qui m'inspire, en fait. Donc oui, je regarde beaucoup. Après, je regarde des films, je regarde pas que la télé, mais j'adore la pub. J'adorais, quand j'étais petite, regarder les trucs du style culture pub, où il y a vraiment un travail artistique derrière, enfin, oui, ça veut vendre, mais il y a des mecs qui travaillent derrière. Je trouve ça hyper intéressant. Et alors, est-ce que tu peux décrire concrètement ton esthétique, ton travail? Qu'est-ce que tu fais sur tes bols? Sur mes bols, je fais déjà, il y a une partie vivante. Oui. Je peux pas me résoudre à faire des natures mortes, genre des petites fleurs et tout, même si j'aimerais bien de temps en temps. Mais moi, j'ai besoin qu'il y ait du vivant, donc ça peut passer par du motif animal. Souvent, il y a des yeux, un nez, une bouche, ou plusieurs nez, ou plusieurs bouches, ou plusieurs yeux. D'ailleurs, c'est pas forcément réaliste. J'aime bien faire des humanoïdes un peu, des animaux, des êtres humains. J'ai toujours ce côté humain parce que j'aime beaucoup l'idée de personnifier les objets. Et que les objets, ce ne soient pas juste des objets, mais des petits compagnons. Après, dans l'esthétique, j'essaye pas de faire du beau. J'essaye de faire du attachant. D'accord. Parce que pour moi, on s'attache plus facilement à des représentations et des êtres un peu éclopés, un peu singulières. D'accord. Par exemple, je m'inspire beaucoup du doudou. Et souvent, le doudou des enfants, c'est pas la peluche la plus belle qu'ils ont. Souvent, c'est celle qui fait le plus peur. Ouais. Et les enfants, ils s'y attachent et ils l'aiment plus que tout, alors que c'est un vieux bout de chiffon ou un nounours un peu creepy. C'est ça que j'aime bien, en fait. Est-ce qu'on peut dire que tu tends à proposer des représentations de corps, de figures qui sont un peu différentes de ce qu'on a l'habitude de voir dans quelque chose qui ne soit pas traditionnel? En tout cas, j'essaye. J'aime bien... moi, j'ai toujours eu un regard bienveillant envers tous ces êtres que souvent la société n'a pas envie de regarder. Tous ces gens un peu... un peu déformés, un peu... Ceux qui n'ont pas les critères de beauté. En fait, quand je rencontre quelqu'un, je regarde pas... je regarde les détails un peu défectueux. Si je rencontre quelqu'un qui a des dents tordues, je vais me rendre compte... Enfin, pour moi, ça va être un plus. Je vais me dire, tiens, ça donne du charme, il y a ça donne du charme, il y a ça. Ou même les gens un peu... à Antibes, il y a beaucoup de gens un peu singuliers, peut-être qui tirent un peu vers la folie, mais qui sont hyper attachants parce que tu te demandes qu'est-ce qui est arrivé dans leur... Enfin, j'essaye toujours de me demander pourquoi les gens sont devenus comme ça. Oui. Donc, évidemment, je parle pas que du physique, je parle de Oui. tout. Et je trouve ça intéressant d'essayer de comprendre les gens, en fait. D'accord. Et dans mes représentations, j'essaye de faire des personnes singulières, toujours, des personnes un peu bancales. Oui. Mon sujet de diplôme, c'était bancal et attachant. J'essaye de montrer que c'est plus attachant quelqu'un qui a du vécu et quelqu'un qui a... On voit que le temps a laissé une trace sur cette personne. Je trouve ça... Enfin, j'aime beaucoup cette idée-là. Est-ce que tu penses que tu es une militante de la céramique? Alors, je sais pas trop. Militante, pour moi, c'est un terme un peu difficile. Oui, c'est engagé ce que je fais. Ouais. Mais c'est un engagement personnel dans le sens où j'ai grandi dans une famille assez engagée, assez militante. Plus jeune, j'avais envie d'être toujours aux premières loges, de me battre. Et en fait, plus je grandis et plus je me dis, j'ai envie de militer, mais à mon échelle, faire ce que je veux, dire ce que j'ai envie de dire et faire comprendre aux gens ce qui pour moi est bien. Mais j'ai pas envie d'y passer toute mon énergie non plus. Ouais, je comprends. J'ai envie de le faire à mon échelle, en fait. Et de me dire, c'est sûr que peut-être si je me bougeais plus, ça pourrait bouger plus. Mais moi, j'ai quand même envie de garder le côté je vis ma vie et je fais ce que je veux à côté de ça. Donc oui, ça peut être, c'est de la céramique un peu, on peut dire militante, mais engagée
Oui. Mais j'essaye quand même de garder ça pour moi et de pas en faire une vitrine vraiment. Je dis ce que je pense sans me cacher, mais je n'essaye pas absolument de faire changer la manière de penser des autres. Même si c'est cool, si j'arrive à faire changer un peu certaines choses, mais voilà, si ça se fait naturellement, c'est cool, et si ça se fait pas, tant pis, je toucherai d'autres personnes. Est-ce que aujourd'hui la céramique te permet de gagner ta vie? Pour un début, ça fait 2 ans que je suis vraiment que j'ai mon statut, mon numéro de tirette et tout, donc je suis vraiment professionnelle, ça fait 2 ans. Et je trouve que pour un début, c'est pas mal. Oui. Alors j'ai un autre travail à côté, enfin, je fais en sorte d'avoir toujours un petit travail à côté, pas un temps plein, mais histoire de payer le loyer et d'assurer le loyer. Oui. Pour les mois comme janvier, février où ça vend peu, je trouve que pour un début de carrière, ça va. Je m'en sors pas trop mal. Et puis, enfin, j'ai toujours grandi avec pas énormément d'argent et ça me va très bien. Oui. Donc, je sais que je vise pas les 2 000 € par mois. Oui. Mais moi, 500 €, ça me va aussi. Donc, bon. D'accord. Pour l'instant, après, moi, j'ai pas d'enfant à charge. Je vis avec le minimum, mais ça me va. D'accord. J'ai pas envie de faire un 35 heures à côté pour avoir un SMIC et être en sécurité. Je préfère gagner un peu moins, mais faire ce que j'ai envie. Je comprends. Il y a beaucoup de céramistes qui ont une double activité, au fil des interviews, je me rends compte de ça, ouais. Mais après, moi, je trouve que c'est bien si tu fais une double activité, mais pas une activité qui soit uniquement alimentaire. C'est cool d'avoir, un métier alimentaire, parce que à choisir, je serais uniquement céramiste. Là, comme je sais que c'est pas encore possible, j'essaye de faire des métiers alimentaires qui me plaisent et qui me permettent de m'épanouir aussi. Pour revenir à des choses un petit peu plus concrètes et plus matérielles, je voulais savoir comment était ton atelier, comment il s'organisait. Alors, c'est assez simple, hein. J'ai vraiment mon tour, mon bureau, mes quelques pains de terre. J'essaye de pas accumuler. Du coup, là, par exemple, je vais aller acheter de la terre cet après-midi. Je vais me prendre que 3-4 pains. Je prends pas des grandes quantités. J'ai la chance d'avoir des magasins de céramique pas loin de chez moi. J'ai un seau d'émail parce que je fais que de la couverte. Du coup, c'est assez pratique. J'ai mon plâtre à recycler. Enfin, tout est condensé dans 2-3 mètres carrés. C'est assez restreint, mais ça va, comme j'étais dans un atelier collectif avant. En soi, j'avais pas beaucoup plus. Donc, ça va. Donc, t'as pas ton four dans ton atelier, alors, chez toi? Mon four, il est en ville. Parce que du coup, dans le centre-ville d'Antibes, l'avantage, c'est qu'il y a plein d'ateliers. Et du coup, je peux aller cuire à droite, à gauche. Et là, en plus, je me suis arrangée avec la mairie pour cuire un peu dans le four de la MJC, on va dire. Le four où ils font les cours habituellement. C'est quoi l'ambiance là, l'univers sonore de ton atelier? Est-ce que tu écoutes de la musique quand tu travailles ou alors des podcasts? Beaucoup plus de la musique en général. Après, les podcasts, ça arrive aussi. Et puis aussi, parfois, il y a la télé, parfois, il y a des gens qui passent. Enfin, chez moi, du coup, je discute un peu, mais beaucoup moins qu'avant, c'est sûr. Beaucoup de musique quand même. Super hétéroclite, j'écoute un peu de tout. Du coup, j'ai une playlist en ce moment. C'est mon problème avec Spotify, c'est que en général, quand j'ai une playlist, je l'écoute en boucle. J'ai du mal à renouveler. C'est des playlists où il y a un peu de tous les styles mélangés et c'est cool. Et j'aime bien chanter pendant que je travaille, du coup. Tu t'avais raconté que lorsque tu étais à Rajac, il y avait beaucoup d'émulation entre vous, vous discutiez beaucoup. Oui, pardon. L'une de celles qui est chez moi là en ce moment, justement, c'était ma coéquipière, on va dire, d'atelier, et on discutait énormément. Limite, on saoulait tout le monde dans l'atelier parce qu'on passait notre journée à faire les pipelettes, clairement, et pas à dire des choses super intéressantes à chaque fois. Et du coup, là, c'est vrai que ça change beaucoup. Parce qu'avant, on passait vraiment nos journées à discuter et travailler en même temps. C'est bien. Ouais, ça te manque pas? Un peu quand même. Moi, l'effet atelier collectif, l'effet parler en travaillant, moi, j'aime bien. Ouais. Donc, mais là, ça me manque un peu. Mais du coup, j'essaye de me dire peut-être le moment de faire des directs sur Instagram, par exemple, de parler un peu avec les gens. Je suis pas très à l'aise, du coup, je tâtonne un peu. Je me dis que ça peut être... c'est une idée pour essayer d'intégrer les gens dans mon atelier. Donc, j'essaye de mettre ça en place.
même si je suis pas Instagrammeuse. Du point de vue de la technique, comment est-ce que tu travailles? Déjà, quelle terre tu travailles? Je travaille le grès blanc, CG 811 je crois, de chez Serradel. Du coup c'est un grès blanc chamoté avec chamotte fine impalpable. Du coup c'est bien parce que il y a de la tenue quand tu tournes, mais en même temps ça se ressent pas après au toucher. Donc c'est ça que j'aime bien, je peux faire mes décors dessus au pinceau sans que ça me dérange, enfin, sans que la chamotte me gêne. Et j'aime bien parce que du coup le rendu est clair. C'est toujours moins clair que de la porcelaine, mais c'est quand même, enfin pour moi c'est suffisant. Et du coup, ça me permet d'avoir des décors et des couleurs qui ressortent bien et sans utiliser la porcelaine, que moi je ne peux pas utiliser la porcelaine, c'est pas ma terre de prédilection. Et tes couleurs, comment est-ce que tu les fabriques? C'est toi qui les fais déjà? Oui, bah alors oui, enfin après, je les fais pas avec des oxydes non plus. J'achète des colorants, j'ai mes colorants de base, les couleurs primaires, et après je fais mes mélanges toujours en petite quantité. Parce que j'ai tendance à me lasser très vite et à renouveler beaucoup mes prods. Du coup, je préfère toujours faire des petites quantités de couleurs, quitte à me dire que je vais avoir une série de pièces où le bleu va un peu changer d'une pièce à l'autre. J'aime bien l'idée de toujours refaire ma couleur et de pas avoir un pot qui va durer 1 an et demi, quoi. Ça me permet de jauger. Je fais jamais de tests. Moi, pourtant, j'ai appris ça à l'école, hein, à faire des tests, à faire des petits carrés de terre avec les couleurs dessus pour voir comment ça passe à la cuisson. Mais pareil, j'ai décidé de m'en délester et moi, je fais pas de tests. Enfin, après, je vois bien la première pièce, comment elle ressort du four, mais j'avoue, je suis pas du tout... Comme je te disais, je suis pas très rigoureuse, alors les tests, les trucs comme ça m'ennuie. Ouais, je vois. Ta méthode de travail, toutes les techniques là que tu as développées, même ton style, il s'est construit comment? Est-ce qu'il y a eu des rencontres qui ont fait que tu aies pris ce chemin? Oui, complètement. Hier, je feuilletais une BD que j'ai retrouvée qui datait du lycée. Et c'est troublant comme en la feuilletant, je me suis rendu compte que c'était fou comme cet artiste-là, que j'avais un peu zappé, il m'a complètement inspirée dans mon travail. Et mes bonhommes, ils sont largement inspirés de l'univers de ces bonhommes à lui. Donc j'ai trouvé ça sympa de me dire, je m'en étais même pas rendu compte, mais il y a plein de choses qui ont amené mon style à ça. Et la rencontre, sans hésiter, ce serait la rencontre avec un de mes maîtres de stage, qui est devenu un très très bon ami maintenant, oui. qui s'appelle Anthony Bress, qui est plus céramiste maintenant, mais ça s'appelait Atelier Kemet quand il faisait ça. Il faisait de l'émail à la base, et je sais pas pourquoi j'ai ressenti ce truc. Je l'ai retrouvé, je cherchais des maîtres de stage, je l'ai trouvé sur internet, enfin sur Instagram. Du coup je lui ai envoyé un message et il m'a dit écoute, je me sens pas assez à l'aise avec l'idée d'être maître de stage, donc trouve un autre stage et on verra plus tard. Et du coup j'ai trouvé un autre stage qui a été vraiment pourri. Ouais. Et du coup à mon deuxième stage, je me suis dit quand même, je sentais que j'avais besoin de rencontrer cette personne. Du coup je me suis dit vas-y, je le recontacte, on sait jamais, peut-être que cette fois il va accepter. Et du coup, il a accepté parce que je lui ai dit vraiment, je ressens qu'il faut qu'on se rencontre. Du coup, il m'a dit ok, c'est bon et tout. Et quand j'y suis allée vraiment, à la minute où on s'est rencontrés, je me suis dit c'est bon, j'ai fait le bon choix. Le feeling, il est passé, mais instantanément, comme si on se connaissait depuis toujours. Lui, il dessinait beaucoup, il faisait de l'illustration à la base, mais il n'arrivait pas à en faire dans son travail encore. Et c'est un peu, je l'ai un peu aidé à oser faire de l'illu plus, enfin non, si, il en faisait quand même un peu, mais à faire des poncifs par exemple. Et du coup ça a été un échange vraiment super intéressant parce que moi je savais pas encore très bien tourner. Lui il m'a vraiment appris à tourner, et puis le fait que ça se passe super bien par rapport à mon premier stage, ça m'a vraiment décoincé et c'est allé tout seul. J'ai réussi à tourner en quelques semaines alors que ça faisait 1 an et demi que j'apprenais à l'école et que j'avais un vrai blocage. J'ai rencontré sa maître de stage à lui, qui est une potière, j'ai oublié son prénom, c'est dommage, mais c'est une potière qui a 40 ou 30 ans de peau derrière elle et qui en deux secondes m'a regardé tourner et m'a dit ta position, faut bouger ça, faut faire ça. Et bref, elle m'a beaucoup aidée aussi. C'est vraiment pour moi une rencontre. Enfin, je sais que je devais aller à cet endroit-là. Je sais que j'ai bien fait d'y aller parce que c'est lui en fait qui m'a donné, même si c'était pas un céramiste qui avait beaucoup d'années d'expérience derrière lui, il m'a donné l'amour de pourquoi on a envie d'être céramiste, pourquoi c'est un métier de ouf et que c'est magique en fait de faire ça.
Il m'a donné l'amour du métier que j'avais pas encore vraiment. Ouais, il t'a transmis une certaine confiance, quoi. Ouais, c'est trop cool parce que c'est le métier où on travaille les 4 éléments. Et je trouve ça excellent en fait de se dire rapport à la nature, à tout, au monde qui nous entoure. C'est ouf d'être dans l'un des seuls métiers. Enfin, l'un des seuls en vrai, je sais pas, hein, il y en a peut-être d'autres, mais où tu travailles le feu, l'eau, la terre et l'air. Enfin, c'est fou. Oui. Oui, ça apporte un équilibre, en tout cas, je trouve aussi. Oui, qu'en plus, voilà, quand tu tournes, il faut que tu sois centré avec toi-même, c'est vraiment tout un truc un peu mystique que j'aime bien. Ah, c'est une jolie histoire, merci de l'avoir racontée. De rien. Ouais. Alors, c'est le moment des tu préfères pour les céramistes. Allez, c'est pareil. Alors, toi, tu préfères plutôt des sessions de tournasage ou bien des sessions de plaques à la croûteuse? Ah bah, tournasage, bien sûr. J'adore tournasser. À part les bouteilles, c'est un peu chiant, mais j'aime beaucoup. Bah, c'est hyper... je pense c'est limite plus satisfaisant que tourner encore, tournasser. Et la croûteuse, pas du tout, alors. Non. La croûteuse, j'en ai fait l'année dernière. On a fait une expo collective où on devait faire des gros cubes. 2 gros cubes chacune. C'était un enfer. On a failli on a failli se faire un suicide collectif à Rajac à cause de ça. Mais du coup, moi, je sais pas mon délire la plaque. Et je pense que dans mon atelier, j'aurai pas de croûteuse plus tard. Parce que bon, si j'ai besoin de faire des plaques, j'en fais des petites au rouleau. Et puis ça, redescendre la roulette là, toutes les 2 secondes. Moi, si je fais une plaque en général, je la fais tout d'un coup et c'est un peu raté. Est-ce que tu connais l'association croûteuse et décapeur thermique? Ouais, décapeur thermique aussi, j'utilise pas. D'accord. Je touche pas à ça parce que les rares fois où je l'ai utilisé, je suis impatiente. Du coup, j'ai tendance à vouloir que ça sèche trop vite et du coup, mes pièces elles éclatent. Ouais, c'est dur d'être céramiste et impatiente en général parce que c'est un métier où il y a besoin de beaucoup de patience. Moi, j'essaye de pas utiliser tous les trucs qui nécessitent de la patience. À part le dessin, évidemment, mais bon, ça va. Je peux prendre un peu mon temps pour dessiner. Alors toi, tu es une jeune céramiste et ce serait quoi ton rêve, ton objectif pour la suite? Mon objectif, ce serait... déjà, là, je sais que dans les années à venir, je vais pas encore m'installer dans un atelier que j'aurais loué, tout ça, parce que je sais pas encore où j'ai envie de me poser vraiment. Là, l'atelier dans ma chambre, je me dis que ça fonctionne plutôt bien. Après, dans l'idéal, j'aimerais bien avoir une pièce à côté pour avoir un vrai atelier quand même. Mais dans l'idéal, là, les années à venir, soit intégrer une autre résidence. Par exemple, l'année prochaine, j'aimerais aller à Marseille. Je sais qu'il y a beaucoup de résidences là-bas. Du coup, je me dis pourquoi pas avoir intégrer une autre résidence pendant quelques années, bouger après vers Lyon, je sais pas. Et à côté de ça, moi, ça fait longtemps que j'ai envie de faire du social. Du coup, bosser, je me dis, le céramiste, surtout au début d'une carrière, on peut en profiter pour faire 2 boulots. Et tant qu'à faire un boulot alimentaire, j'aimerais faire un boulot qui me plaise. Tu penses que ces 2 choses peuvent se mixer, s'allier? Ah oui, à 100%. Moi, c'est un peu mon objectif, me dire plus tard, là j'ai peut-être pas encore les épaules, mais me dire plus tard que je pourrais faire des ateliers de céramique ou même des ateliers d'art, mais avec le côté céramique, c'est cool aussi parce que c'est un matériau que je maîtrise. Dans les foyers, même en prison, ça me plairait bien d'avoir ce genre de rencontres-là et de transmettre à des gens qui ont peut-être besoin qu'on leur transmette des choses. Et toujours en continuant ma carrière de céramiste à côté, bien sûr. Je trouve que les 2 ensemble, ça peut bien matcher. Et plus, en fait, ça m'intéresserait plus que d'être prof. Prof, ça m'intéresserait aussi, mais je préférerais être intervenante dans des assos, des trucs comme ça, pour des gens qui ont besoin plus que d'autres de s'exprimer, de se guérir avec la terre. Bon, dans ta philosophie, dans ta pratique, il y a beaucoup de générosité, je trouve. Peut-être, j'espère. J'espère être quelqu'un de généreux. Après, on peut jamais trop savoir. Tu m'avais parlé d'un lieu alternatif aussi que t'aurais bien construit, conçu. Ça, ce serait vraiment l'idéal, mais ça, ce serait pour encore plus tard, je pense, parce qu'en étant réaliste, il faut des fonds.
Et du coup, on sait avec mes potes que si on fait ça, on fera ça dans une bonne dizaine d'années, je pense. Mais je pense comme beaucoup de jeunes, on veut créer un endroit, une sorte de grand hangar avec plein d'ateliers qui changeraient, qui tourneraient tous les 3 à 6 mois en fait, faire une résidence. Mais une résidence géante avec toutes les formes d'art dedans. Pour autant y avoir de la coiffure, que de la pâtisserie, que de la céramique, du tatouage. Ce serait vraiment... on aimerait trop, avec mes potes, faire un endroit ultra dynamique où il y a plein d'événements, plein de vie. Mais je pense, j'en ai parlé avec beaucoup d'autres jeunes qui sont dans l'art aussi, et même dans tous les domaines. Et c'est fou comme ça, c'est un projet commun à quasiment tout le monde. De se dire, on veut faire une sorte de géant concept store où les potes, ils pourront venir faire leur truc pendant 3 mois, repartir, on fait venir d'autres artistes, on fait des concerts, des événements, puis surtout en ce moment, je pense qu'on a besoin d'espérer que la vie va reprendre et qu'on va pouvoir faire des événements, rassembler les gens. Ça devient un rêve, alors que c'était le normal à la base. Aussi, je pense que je vais divaguer vers le tatouage et ça fait partie aussi de mes projets d'avenir, de faire aussi ça, de tout faire. Ouais, c'est ça, d'être super polyvalente en fait. Bon très beaux objectifs. Je te souhaite que ça marche pour toi. J'espère que ça va marcher aussi. Je te tiendrai au courant. Bon, super. Merci Inès en tout cas d'avoir participé au podcast. Eh ben merci à toi, c'était trop cool. Ouais, chouette. J'espère qu'il va durer longtemps ton podcast. Ouais, merci. Merci d'avoir écouté Céramique, le podcast. N'hésitez pas à vous abonner ou à nous laisser 5 étoiles. À bientôt pour une nouvelle rencontre autour de la Terre.